Le prix du succès, les véritables raisons de la dissolution d'ABBA, de la gloire au cœur brisé. L'annonce officielle de la séparation d'ABBA, le plus grand groupe pop de tous les temps, au début des années 1980, a brisé le cœur de millions de fans à travers le monde. Cette dissolution a marqué la fin d'une ère musicale caractérisée par des mélodies parfaitement ciselées, des harmonies cristallines et une production sans faille. Mais saviez-vous que derrière cette rupture, qui semblait d'abord professionnelle, se cachaient en réalité des luttes profondément personnelles, des divorces douloureux vécus sous les projecteurs, des combats silencieux pour la santé mentale et des pertes profondes qui ont déchiqueté l'âme de ses membres? Le parcours du groupe n'a pas été uniquement centré sur l'excellence musicale. L'éclat d'ABBA ne résidait pas seulement dans leur succès constant en tête des classements ou dans leur triomphe mondial, il résidait aussi dans leur capacité unique à capturer le cœur de millions de personnes grâce à un talent musical inégalé, laissant derrière eux un héritage intemporel qui continue d'influencer les artistes d'aujourd'hui, du rap à la musique électronique. Dans cette vidéo, nous explorerons en profondeur les véritables raisons de la dissolution d'ABBA, disséquant l'impact émotionnel et psychologique que cette fin a eu sur chacun des 4 individus. Restez à l'écoute pour un aperçu méticuleux de l'histoire méconnue d'ABBA, un récit où le génie créatif a été progressivement écrasé par le poids de l'amour perdu et des attentes irréalistes. Les origines du Quatuor, une convergence de vétérans avertis. ABBA, l'un des groupes pop les plus emblématiques et les plus importants de l'histoire, a été formé dans la vibrante ville de Stockholm, en Suède, au début des années 1970. La date symbolique de 1972 est souvent retenue pour le début de la collaboration officielle du Quatuor. Leur aventure musicale a commencé par la rencontre fortuite et l'union de 2 couples, Björn Ulvaeus et Agneta Fältskog, d'une part, et Benny Andersson et Annifrid Lyngstad, Frida, d'autre part. Les carrières solo et groupales avant ABBA. Bien avant la formation d'ABBA, chaque membre avait déjà connu un succès individuel significatif sur la scène musicale suédoise, une expertise qui allait devenir la fondation de leur excellence collective. Björn Ulvaeus a commencé sa carrière au début des années 1960 en tant que membre clé du groupe folk Utnani Singer. Ce groupe, très populaire en Suède, se distinguait par son mélange de musique folklorique et de schlager. Björn était déjà reconnu pour ses compétences en composition et son sens aigu de la mélodie. Pendant ce temps, Benny Andersson était le claviériste talentueux et charismatique de The Hep Stars, un groupe souvent surnommé les Beatles suédois en raison de leur immense popularité et de leur magnétisme auprès de la jeunesse. Les Hep Stars étaient connus non seulement pour leurs reprises énergiques de succès internationaux, mais aussi pour leurs chansons originales qui figuraient très bien dans les classements en Suède. Benny se distinguait déjà comme un compositeur prolifique et un arrangeur instinctif. Les 2 musiciens masculins, Björn et Benny, se sont rencontrés pour la première fois en 1966 lors d'une tournée commune avec leurs groupes respectifs. Ils ont rapidement noué une amitié sincère et une connexion créative immédiate. Ils ont ensuite commencé à collaborer intensément, écrivant des chansons ensemble pendant leur temps libre, posant les bases de leur partenariat d'écriture qui durerait des décennies. Leur toute première collaboration, Isn't It Easy to Say, enregistrée par les Hep Stars, fut un prélude essentiel. Agneta Fältskog avait également une carrière solo très notable et précoce avant ABBA. À seulement 17 ans, elle a sorti son premier single, Jag var så kär, J'étais si amoureuse, en 1967, qui est rapidement devenu un hit retentissant en Suède. Dès ses 20 ans, Agneta s'était imposée comme une artiste solo populaire dans la scène pop suédoise, reconnue pour sa voix mélodieuse et cristalline et ses compétences de composition sincère et émotive. Annifrid Lyngstad, Frida, a suivi une trajectoire similaire, prouvant son talent en remportant un concours national de talent en 1967. Cette victoire, avec son style vocal puissant inspiré du jazz et de la ballade, lui a permis de décrocher un contrat d'enregistrement et de sortir plusieurs singles qui lui ont valu une reconnaissance nationale en Suède. Frida était connue pour sa polyvalence vocale et son timbre riche de mezzo-soprano. La fusion amoureuse et créative. La collaboration, ou plutôt la fusion, qui allait inévitablement mener à ABBA a commencé à se dessiner en 1969 lorsque Björn a rencontré Agneta lors d'une performance télévisée. Ils se sont rapidement liés sentimentalement et se sont mariés en grande pompe en 1971, formant ainsi le premier couple central. De même, Benny et Frida se sont rencontrés lors d'un festival de musique en 1969 et sont rapidement devenus un couple, se mariant plus tard, en 1978. Les 2 couples se retrouvaient fréquemment pour socialiser et partager des moments personnels, ce qui les amenait naturellement à des collaborations musicales informelles.
Initialement, Björn et Benny écrivaient et produisaient des chansons ensemble, expérimentant différentes idées musicales. Ils ont rapidement fait une découverte cruciale. Lorsqu'Agneta et Frida ajoutaient leur voix, les chansons prenaient une sonorité unique, riche et puissante que ni Björn ni Benny n'auraient pu obtenir seuls. C'était le point de départ de la célèbre harmonie vocale d'ABBA. En 1970, ils ont joué ensemble pour la première fois en tant que quatuor sous le nom de Festfolk, un jeu de mots en suédois signifiant à la fois gens de fête et couple fiancé. Cependant, cette première tentative n'a pas attiré l'attention du public, jugée trop cabaret et déroutante. Le projet a rapidement été mis de côté. Néanmoins, les membres ont continué à travailler ensemble de manière informelle, découvrant que leurs voix combinées créaient une harmonie distinctive et émotionnellement riche. La naissance formelle et le rôle de Stig Andersson. 2 ans plus tard, en 1972, les 4 ont décidé de former officiellement un groupe. Initialement, ils ont utilisé le nom maladroit de Björn et Benny, Agneta et Annifrid, reflétant le fait qu'ils étaient encore perçus comme 2 duos séparés travaillant ensemble. Ils ont sorti leur premier single, People Need Love, sous ce nom. La chanson a été un modeste succès en Suède et il est devenu clair que les 4 avaient un son unique en tant que groupe. Encouragés par la réponse positive, ils ont décidé de continuer en tant que quatuor. En 1973, le groupe a participé à la sélection nationale suédoise pour le concours Eurovision de la chanson avec la chanson Ring Ring. Bien qu'ils aient terminé à la 3e place, la chanson est devenue un hit majeur en Suède et dans plusieurs pays européens, prouvant leur potentiel commercial. C'est à ce moment-là que leur manager, Stig Andersson, a suggéré de trouver un nom plus mémorable, commercialisable et accrocheur pour le groupe. Ils ont opté pour ABBA, un acronyme simple et efficace formé des premières lettres de leur prénom, Agneta, Björn, Benny, Annifrid. Au début de leur formation, ABBA a travaillé en étroite collaboration avec leur manager Stig Andersson, qui a joué un rôle clé dans la construction de leur image et de leur son. Stig, une figure bien connue et influente de l'industrie musicale suédoise, avait précédemment travaillé avec Björn et Benny en tant que compositeur et producteur. Il croyait fermement que le potentiel de succès international du groupe résidait dans la création de chansons pop accrocheuses et ayant un large attrait universel. Stig les a vivement encouragés à écrire en anglais, plutôt qu'en suédois, pour atteindre un public beaucoup plus vaste, une stratégie visionnaire qui allait finir par porter ses fruits de manière spectaculaire. La maîtrise du studio et la victoire de 1974. En 1973 et 1974, les membres du groupe ont passé de longues heures intenses en studio, expérimentant différents styles musicaux et affinant leur identité sonore. Benny Andersson et Björn Ulvaeus étaient les principaux compositeurs, commençant souvent par une mélodie simple et mémorable et développant l'arrangement avec l'apport créatif d'Agneta et Frida. Les 2 femmes étaient réputées pour leur capacité surnaturelle à harmoniser, ce qui est rapidement devenu la marque de fabrique du son d'ABBA. Pendant cette période, ils ont travaillé à affiner leurs arrangements vocaux avec l'expertise mélodique de Benny et les compétences de Björn en guitare et en écriture de paroles, se complétant mutuellement de manière synergique. En 1974, ABBA a décidé de tenter à nouveau sa chance au concours Eurovision de la chanson, sachant que cela pourrait être une plateforme majeure pour une exposition internationale indispensable. Le groupe a choisi la chanson Waterloo, qui avait une mélodie entraînante et un son pop-rock énergique, bien différent des ballades traditionnelles de l'Eurovision de l'époque. Le choix de Waterloo était stratégique. Le groupe visait à se démarquer avec un style pop moderne et audacieux. En préparation du concours, le groupe a travaillé intensivement sur sa performance scénique, mettant l'accent sur la création d'une forte impression visuelle et vocale. Ils ont choisi des costumes flamboyants et ont répété minutieusement, sachant qu'une présence scénique mémorable pouvait être tout aussi importante que la chanson elle-même. Bien que les membres étaient conscients des défis de concourir contre des ballades traditionnelles et des chansons folkloriques, ils étaient déterminés à montrer leur style unique. Après leur victoire historique à l'Eurovision avec Waterloo, ABBA a pris la décision cruciale de poursuivre leur carrière en tant que groupe à plein temps plutôt que de revenir à leurs projets solo respectifs. Cela a marqué un tournant important dans leur processus de formation, car ils avaient désormais une visibilité internationale et une direction artistique claire à suivre. Malgré les premiers doutes et le scepticisme de la presse musicale suédoise, qui avait initialement perçu ABBA comme une collaboration temporaire, les membres étaient déterminés à bâtir sur leur élan en tant que groupe uni et cohérent. À partir de ce moment-là, la structure du groupe est devenue plus formelle, avec Björn et Benny s'occupant de la composition et de la production, la machine créative,
tandis qu'Agnetha et Hannifried prenaient en charge les voix principales, le cœur émotionnel. Ils ont également commencé à travailler avec une équipe plus large de musiciens et d'ingénieurs, affinant leur technique en studio et élargissant leur répertoire musical. Cette période de consolidation et de recherche d'identité distincte a jeté les bases de ce qui allait devenir l'un des groupes pop les plus réussis de tous les temps. 2. Les luttes invisibles, le prix émotionnel de la célébrité. À mesure que le groupe évoluait à partir de ses premières collaborations en 1972, les relations personnelles des membres, qui étaient à la base de leur union, renforçaient initialement leur lien créatif unique. Cependant, les pressions exponentielles de la célébrité mondiale, les tournées incessantes et l'attention médiatique constante ont commencé, insidieusement, à affecter leur vie personnelle et leur bien-être, conduisant inévitablement à la séparation tragique du groupe en 1982. Le divorce de Björn et Agnetha, la première fissure. Les premiers signes alarmants de tension sont apparus en 1978 lorsque Björn Ulvaeus et Agnetha Fältskog ont commencé à rencontrer de graves problèmes conjugaux. Mariés depuis 1971, ils avaient accueilli leur premier enfant, Linda Ulvaeus, en 1973. Au sommet absolu de leur carrière musicale, Agnetha se sentait souvent déchirée entre sa carrière internationale exigeante et son rôle de mère, éprouvant un conflit intérieur constant entre ses aspirations professionnelles et son désir de normalité familiale. Malgré leurs efforts sincères pour équilibrer le travail et la famille, les pressions démesurées de la célébrité ont pesé lourdement sur eux, provoquant des tensions croissantes et une distance émotionnelle de plus en plus marquée. Les luttes personnelles d'Agnetha se reflétaient souvent, bien que de manière sublimée, dans les thèmes plus sombres et mélancoliques de la musique d'ABBA. Elle a avoué que le succès du groupe exigeait un travail constant et impitoyable et qu'il était extrêmement difficile de maintenir un semblant de normalité dans sa vie personnelle, se sentant constamment observée et jugée. Dans une interview de 1977, Agnetha a confessé avec une franchise désarmante: « C'était épuisant. On ne pouvait vraiment pas s'éloigner des exigences du groupe, et je me sentais souvent perdre le contact avec moi-même et avec la réalité. » Bien que le couple ait essayé de maintenir une relation professionnelle au sein du groupe, la distance émotionnelle entre eux s'est accrue de façon irréversible. Agnetha avait du mal à supporter l'attention publique constante et le focus grandissant de Björn sur le groupe et ses projets futurs n'a fait qu'élargir l'écart déjà existant entre eux. En 1979, le couple a officiellement divorcé. Agnetha a plus tard décrit cette expérience dans une interview de 1990 ans: « Je n'avais pas le choix. C'était soit le mariage, soit ma santé mentale et mon équilibre. » Malgré le divorce, Agnetha et Björn ont continué, contre toute attente, à travailler ensemble au sein d'ABBA. Cependant, leur relation personnelle tendue a commencé à s'immiscer inévitablement dans leurs interactions professionnelles. Le poids émotionnel du divorce rendait la collaboration en studio de plus en plus difficile, et la tension était souvent palpable pendant les sessions d'enregistrement. Les performances vocales poignantes d'Agnetha sur des chansons déchirantes comme The Winner Takes It All étaient perçues par le public comme le reflet direct du chagrin et de la douleur qu'elle vivait, un sentiment qu'elle a confirmé plus tard: « Les émotions dans cette chanson étaient réelles. Je traversais beaucoup de douleur à l'époque, et il était difficile de ne pas laisser cela transparaître dans mon chant. » Benny et Frida, une rupture moins médiatisée, mais tout aussi douloureuse. En parallèle des problèmes très médiatisés de Björn et Agnetha, Benny Andersson et Hannifried Langstad faisaient également face, plus discrètement, à des difficultés croissantes dans leur mariage. Ils étaient en couple depuis 1969 et s'étaient mariés en 1978, espérant consolider leur relation malgré les contraintes professionnelles. Bien que leur relation personnelle ait toujours été moins médiatisée que celle de Björn et Agnetha, les tensions qu'ils ont vécues étaient similaires à celles du premier couple. À mesure que la célébrité d'ABBA grandissait, les tournées incessantes et l'attention publique constante mettaient une pression considérable sur leur vie privée. Comme Agnetha, Frida a eu de plus en plus de mal à gérer les exigences de sa carrière et les défis de sa relation conjugale. Elle a révélé plus tard, dans une interview accordée en 1981, que « il était difficile de vivre sous les projecteurs, surtout quand ça n'allait pas bien à la maison. Il y avait des jours où j'avais l'impression de perdre le contact avec la réalité de ma propre vie. » Le fardeau émotionnel d'être constamment sous les yeux du public, combiné aux pressions du calendrier implacable du groupe, a fini par peser lourdement sur leur relation. En 1980, Benny et Frida se sont séparés, et début 1981, ils ont officiellement divorcé. Bien que le couple soit resté relativement discret sur les détails de leur lutte personnelle, leur rupture est devenue un autre signe criant des tensions internes au sein d'ABBA.
Comme Benny l'a expliqué dans une interview de 1982, nous étions tous les deux trop absorbés par le groupe. Les sacrifices personnels étaient trop importants et démesurés. L'impossible unité et la fin imminente. Le divorce de Benny et Frida a eu un impact profond sur la capacité du groupe à travailler comme une unité cohésive et joyeuse. La tension émotionnelle entre les deux couples, qui avaient tous deux traversé des ruptures si rapprochées, était évidente pour ceux qui étaient proches du groupe. Dans une interview de 1982, Frida a admis avec une sincérité amère, « C'était difficile de travailler ensemble après tout ce qui s'était passé. On ne pouvait pas faire semblant que rien n'avait changé. » Les conséquences émotionnelles de leur divorce rendaient de plus en plus difficile pour ABBA de maintenir leur dynamique créative et leur harmonie d'antan. En 1981, les luttes personnelles des deux couples avaient eu un impact considérable et visible sur la capacité du groupe à continuer en tant qu'unité. Les membres du groupe avaient de plus en plus de mal à concilier leur vie personnelle brisée avec les exigences exténuantes du groupe. La fracture émotionnelle entre Björn et Agnetha, ainsi que la relation tendue entre Benny et Frida, se reflétaient douloureusement dans leur musique. Des chansons comme One of Us et The Winner Takes It All sont souvent considérées comme des représentations métaphoriques de leur douleur personnelle et de l'effondrement de leur mariage. Bien qu'ils aient sincèrement souhaité continuer en tant que groupe, les difficultés personnelles ont rendu impossible pour ABBA de maintenir l'énergie, la joie et l'alchimie qu'ils avaient au début de leur carrière. Comme Björn l'a réfléchi en 1982, nous avons essayé de continuer, mais nous n'étions plus les mêmes personnes que nous étions au début. Nous avions changé, et notre musique aussi. Le sentiment d'unité et de plaisir qui avait nourri le succès du groupe commençait à s'estomper, remplacé par la sensation que leur temps ensemble touchait inéluctablement à sa fin. Les dernières sessions d'enregistrement en 1982, lorsqu'ABBA ont enregistré les morceaux The Day Before You Came et Under Attack, étaient marquées par un sentiment de fatalité et de fin imminente. Bien que les membres d'ABBA n'aient jamais annoncé publiquement leur rupture par une conférence de presse formelle, les fans ressentaient qu'il était trop tard pour sauver le groupe. La tension émotionnelle des divorces et la perte progressive de l'harmonie personnelle entre les membres rendaient impossible de continuer à travailler avec la même passion et la même innocence qui les avait propulsés à la célébrité mondiale. Dans une interview de 1982, Agnetha a résumé la situation en ces termes, « C'était un soulagement quand c'était fini. Nous avons persévéré longtemps, mais il était clair que les choses n'étaient plus les mêmes. » La fin des deux mariages a eu un impact considérable et irréparable sur la chimie du groupe. Selon Björn, dans une interview de 1982, il était impossible de ne pas laisser nos émotions personnelles s'immiscer dans notre travail. Cela a tout changé. 3. L'après-séparation, deux chemins et des tristesses croisées. Après la dissolution d'ABBA, les 4 membres ont poursuivi des carrières individuelles distinctes, chacun traçant sa propre voie dans la musique, le théâtre musical, le cinéma et la vie personnelle. Bien qu'aucun d'eux n'ait atteint le même niveau de gloire mondiale qu'ils avaient connu avec ABBA, chacun a apporté des contributions notables dans son domaine respectif, même si les chemins des hommes et des femmes ont semblé prendre des directions très différentes et inégales en termes de bonheur personnel et professionnel. Le succès masculin, Björn et Benny, les compositeurs. Björn Ulvaeus est resté profondément impliqué dans la musique et l'écriture, mais son attention s'est tournée vers le théâtre musical, les comédies musicales. Il a fait équipe avec Benny Andersson pour créer la comédie musicale Chess, qui a été présentée pour la première fois en 1986. La comédie musicale a rencontré un grand succès dans le West End de Londres et a donné naissance à plusieurs chansons populaires, dont l'énorme tube One Night in Bangkok. La carrière de Björn ne s'est pas limitée à Chess. Dans les années 1990, il s'est impliqué de manière cruciale dans un autre projet à succès, Mamma Mia, une comédie musicale basée sur les chansons intemporelles d'ABBA. Mamma Mia a ouvert à Londres en 1999 et a été ensuite adapté en film à succès en 2008. La vie personnelle de Björn après ABBA a également connu des changements importants. En 1981, juste avant la séparation d'ABBA, Björn a divorcé d'Agnetha Faltskog après 10 ans de mariage. Il s'est ensuite remarié avec la productrice de télévision suédoise Lena Kallerjö en 1981. Ils ont eu 2 filles, et Björn a souvent parlé avec affection de son second mariage, qui est resté solide et stable. Tout comme Björn, Benny Andersson a poursuivi ses activités musicales après ABBA, mais a adopté un rôle plus en retrait des projecteurs du pop. Après la fin d'ABBA, Benny a travaillé avec Björn sur Chess et a également formé le Benny Andersson Band. Ce projet lui a permis d'explorer la musique folk et la musique inspirée du jazz,
contrastant fortement avec le son pop poli d'ABBA. Son style musical a évolué, et il est devenu connu pour son travail instrumental, y compris ses compositions pour le cinéma et la télévision. L'une des contributions majeures de Benny après ABBA a été son implication dans Mamma Mia, la comédie musicale qui a de nouveau mis la musique d'ABBA en avant. Le rôle de Benny dans ce projet a été crucial, car il a non seulement contribué à la musique, mais a également aidé le spectacle à devenir un succès mondial. Peu de temps après son divorce d'Annifrid Lyngstad, Benny a épousé Mona Nörkli en 1981 et a eu un enfant nommé Ludwig. Les tristesses féminines, santé mentale et tragédie. En contraste frappant avec les carrières illustres et stables poursuivies par les hommes, Frida et Agnetha sont en grande partie restées en dehors de la lumière des projecteurs au cours des 4 dernières décennies, tombant plutôt d'un chagrin à un autre, dans une série de malheurs personnels et familiaux que la richesse n'a pu empêcher. Annifrid Lyngstad a tenté de poursuivre sa carrière musicale en solo. Elle a sorti plusieurs albums solo, mais aucun n'a atteint le même niveau de succès mondial que son travail avec ABBA. Son album de 1982, Something is Going, produit par l'illustre Phil Collins, comprenait le single à succès international I Know There's Something Going, mais cela n'a pas suffi à raviver la célébrité qu'elle avait connue avec ABBA. Frida a eu du mal à trouver son identité après la séparation d'ABBA. Au fil des années, la santé mentale de Frida a commencé à se détériorer, et elle s'est de plus en plus retirée des événements publics. Dans une interview des années 1990, elle a avoué « J'étais perdue pendant un moment, et je sentais que je n'avais aucune direction réelle. ABBA était tout pour moi. » Décidant de rester à l'écart des projecteurs, Frida a cherché le bonheur domestique et le refuge dans la stabilité. Elle a vécu à Londres pendant un certain temps avant de s'installer en Suisse, où elle a épousé un membre de la famille royale allemande, le prince Rüso-Reuss von Ploen, en 1992, devenant ainsi la princesse Annifrid de Reuss. Mais la tragédie n'était jamais loin. En 1998, Anne-Liselotte Fredriksson, sa fille de son premier mariage, alors âgée de 30 ans, a été tuée tragiquement dans un accident de voiture à New York. L'année suivante, Frida a perdu son troisième mari, le prince Rüso, victime d'un cancer en 1999. Elle résuma cette période de manière poignante, « J'ai tout perdu. On dirait que le sol a été enlevé sous mes pieds. Je ne sais pas comment j'ai fait pour continuer. » Agnetha Fältskog n'a pas eu une vie plus facile que Frida. La vie et la carrière d'Agnetha ont pris un tournant différent, marqué à la fois par des luttes personnelles et des tentatives de trouver de nouvelles orientations dans la musique et l'amour. Malgré le succès immense qu'elle avait connu avec ABBA, sa carrière solo n'a jamais atteint les mêmes sommets. Dans des interviews, Agnetha a ouvertement parlé de sa lutte contre la santé mentale après le divorce. « Je me sentais vide, comme si tout ce pour quoi j'avais travaillé était perdu », a-t-elle déclaré dans une interview rare dans les années 90. C'était difficile d'échapper au regard du public. Les gens pensaient que j'avais tout, mais à l'intérieur, je luttais contre moi-même. Pendant cette période, Agnetha a été souvent décrite comme recluse. Elle s'est retirée de la vie publique et s'est isolée chez elle en Suède, essayant d'échapper à la presse et aux questions constantes sur sa vie personnelle. La rupture de son mariage avec Björn marquait la fin d'une époque pour Agnetha. Sa dépression était aggravée par le fait qu'elle faisait face simultanément à plusieurs sources de stress. La fin de son mariage, la dissolution d'ABBA, la pression pour poursuivre sa carrière musicale et l'attente qu'elle maintienne une image publique de succès et de bonheur. Elle a ensuite révélé qu'elle avait trouvé difficile de gérer ses émotions à cette époque, disant « Je me sentais comme si je me noyais dans la tristesse. C'était une période sombre, et il était difficile de voir la lumière au bout du tunnel. » À mesure que sa dépression s'intensifiait, Agnetha a commencé à consulter des médecins. Elle a été diagnostiquée avec une dépression clinique, une condition qu'elle a ensuite décrite comme étant comme un trou noir. Ce diagnostic a marqué un tournant décisif dans sa vie. Elle a commencé une thérapie et a pris des médicaments pour gérer sa dépression. « Il m'a fallu longtemps pour réaliser que j'avais besoin d'aide », a avoué Agnetha. « Je pensais que je pouvais le gérer seule, mais finalement, j'ai compris que je ne pouvais pas. » Dans les années qui ont suivi son divorce, Agnetha a consacré une grande partie de son temps à élever ses enfants, Linda et Christian, et à trouver du réconfort dans sa vie familiale. Alors que sa dépression persistait, elle s'est éloignée des projecteurs, se retirant de l'attention médiatique constante entre 1980 et 1990. Malgré ces défis, Agnetha a progressivement commencé à sortir de sa dépression à la fin des années 1990 et au début des années 2000. Elle est lentement revenue à la musique, sortant My Coloring Book en 2004, un album de reprise qui a marqué son premier album en plus d'une décennie.
Cet album était pour elle un moyen de renouer avec sa passion pour la musique et de commencer à guérir. J'avais l'impression de me redécouvrir, a déclaré Agnetha dans une interview sur la sortie de l'album. Ce n'était pas une question de célébrité ou de succès, il s'agissait de guérison, de retrouver de la joie dans ce que j'aimais. Au fil des décennies, les deux femmes ont également dû faire face au rappel constant de leur succès passé. Leur célébrité était souvent une épée à double tranchant. Bien qu'elles soient aimées par les fans, les attentes placées sur elles étaient lourdes et irréalistes. Elles étaient prises dans un cycle où elles tentaient de rester pertinentes tout en luttant avec des tragédies personnelles. Ce contraste avec les chemins suivis par Benny et Björn, qui ont continué à prospérer dans leur carrière et ont trouvé une nouvelle stabilité conjugale, a rendu les luttes de Frida et Agnetha encore plus marquées et poignantes. 4. L'héritage d'ABBA et l'adieu final, la renaissance rétroactive. Bien que les membres d'ABBA aient suivi des chemins différents après leur séparation, leur héritage commun en tant que l'un des groupes pop les plus influents de l'histoire n'a jamais disparu. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, la musique d'ABBA a connu un regain d'intérêt massif et inattendu grâce au succès de la comédie musicale Mamma Mia et à ses adaptations cinématographiques. Le groupe a été vu ensemble en public lors de la première de la comédie musicale Mamma Mia. La franchise musicale et cinématographique a insufflé une nouvelle vie à la musique d'ABBA, attirant ainsi une nouvelle génération de fans. La réunion inattendue, le cadeau aux fans. Malheureusement, les événements de cette année-là n'ont pas suffi à les réunir pour un nouveau projet. Bien qu'ABBA ne se soit pas officiellement réunis pour une tournée ou un projet d'enregistrement, les membres se retrouvaient parfois pour des événements spéciaux. Ce n'est qu'en 2018 qu'ABBA a choqué le monde en annonçant la sortie de nouvelles musiques pour la première fois en plus de 35 ans, marquant un moment que les fans d'ABBA attendaient depuis des décennies. L'annonce a été accueillie à la fois avec une excitation frénétique et une curiosité intense, car beaucoup se demandaient si la magie d'ABBA était toujours là après toutes ces années. Deux nouvelles chansons, Isti Have Faith in You et Don't Shut Me Down, ont été publiées en 2021 et ont prouvé qu'en dépit du passage du temps, le groupe possédait toujours la même alchimie unique qui en faisait un phénomène mondial. Isti Have Faith in You est une chanson réfléchie et nostalgique qui évoque le lien fort entre les membres ainsi que leur reconnaissance du passé. Comme l'a expliqué Björn Ulvaeus dans une interview avec The Guardian, j'étais très ému quand j'ai écouté la musique. C'était comme revenir chez soi, mais d'une manière complètement différente. Cependant, la sortie de nouvelle musique n'a pas annoncé une réunion complète d'ABBA. Le groupe n'a pas entrepris de tournée mondiale ni ne s'est engagé à réaliser d'autres enregistrements. Comme l'a dit Benny Andersson en 2018, nous n'avons pas besoin de jouer ensemble. Ce que nous avons fait était spécial et l'est toujours, mais c'est du passé maintenant. Il semblait que la fin était proche, mais en 2021, ils ont fait de nouveau la une des journaux lorsqu'ils ont décidé de se réunir pour un nouvel album, Voyage, et ont annoncé une tournée virtuelle après 40 ans de séparation. Mais cela marquait probablement leurs derniers adieux. Benny Andersson, âgé de 74 ans, a fait une déclaration importante au Guardian, « Il est temps. Cela doit se faire ainsi, vous savez. Je ne dis pas qu'ABBA ne se réunira jamais en tant que groupe, mais je peux vous dire qu'il est temps de dire adieu à tout grand projet pour l'avenir. » Cela a clairement montré que bien que la musique et l'héritage d'ABBA perdureront, leur époque de performance en groupe et de création de nouvelles musiques prendrait fin après leur dernier projet, Voyage. Voyage, l'adieu technologique. L'annonce de leur séparation en 1982 était pleine de tourments personnels. La décision de leur retour pour Voyage était, elle, une décision collective et paisible du groupe, présentée comme un cadeau aux fans. L'album Voyage, leur premier projet musical commun depuis plus de 4 décennies, n'était pas influencé par les tendances musicales actuelles ou les exigences de l'industrie, mais par un désir pur de créer ensemble une dernière fois. Lorsque l'annonce de cette tournée virtuelle a été faite, l'anticipation était immense. Les billets pour la tournée virtuelle d'ABBA se sont épuisés immédiatement après l'annonce, et leur site de billetterie a immédiatement planté à cause du trafic élevé. C'est la première fois dans l'histoire de la musique qu'un groupe légendaire comme ABBA utilise la technologie de simulation 3D et des avatars pour offrir des performances vivantes, dynamiques et proches du public. Les membres d'ABBA ne sont pas apparus en direct sur scène, mais des images de leur jeune version créée par la technologie de capture de mouvement ont été utilisées. Cela a permis à ABBA de continuer à partager leur musique tout en respectant l'âge et la condition physique des membres. Alors qu'ils entrent dans leurs 70 et 80 ans, ils restent passionnés et enthousiastes à propos de leur musique. Cependant, le groupe souhaite préserver sa liberté et sa créativité sans la pression des attentes commerciales et des tournées éreintantes.
Nous voulions faire quelque chose avant de mourir, a partagé Björn Ulvaeus avec un sourire à la fois humoristique et sincère. De nombreuses manières, la réunion d'ABBA pour Voyage et leur tournée ont représenté le dernier chapitre d'une histoire qui a commencé au début des années 1970. La décision du groupe de se séparer en 1982 était pleine de tourments émotionnels, mais leur retour a été marqué par la chaleur, la camaraderie et le respect mutuel. Leur héritage, toutefois, continuera d'influencer des générations de fans et d'artistes bien après leurs derniers adieux. ABBA a apporté des airs intemporels qui ont résonné à travers les décennies, et leurs chansons seront toujours liées aux souvenirs d'enfance pour beaucoup. Alors, quelle chanson d'ABBA est liée à votre enfance ou à un moment marquant de votre vie? N'hésitez pas à partager vos réflexions et moments mémorables dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo.